Bonjour tout le monde, ici JP Leroux pour vous parler de musique. J'espère que vous allez bien en cette belle fin de semaine de Pâques. J'ai une petite émission très intéressante pour vous aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir justement à faire mes recherches pour cet petit épisode, mais ma première question est la suivante. Selon vous, quel est le lien entre U2 et les Beatles? Vous allez me dire, mais voyons, c'est facile. C'est deux groupes ultra connus, ultra populaires, probablement les plus grands groupes du monde. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que souvent, ces groupes ont eu des parcours et des débuts très difficiles. Donc ici, j'ai 4 histoires de groupes qui ont connu un début un petit peu parsemé d'embûches, et c'est des groupes qui se sont fait même virer par leur compagnie de disques, virer par leur maison de disques. Et on commence avec la première histoire, donc je parle des Beatles, évidemment, groupe que tout le monde connaît, groupe qui a influencé à peu près tout le monde et qui a changé carrément la musique depuis les années 60. Donc, les Beatles, en 1962, je vais utiliser mes notes ici parce qu'il y a beaucoup de dates à retenir. En 1962, les Beatles, aidés par leur manager Brian Epstein, réussissent à avoir une entrevue, une audition chez la compagnie de disques Decca Records. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brian Epstein a envoyé des démos des Beatles et il s'est fait refuser par la plupart des maisons de disques en Angleterre, Columbia, Philips, Voice, Pi, même EMI. Donc, 1er janvier 1962, les Beatles vont jouer 15 chansons pour leur audition. D'ailleurs, il y a 5 chansons qui sont disponibles dans l'anthologie des Beatles sortie en 95. Celle-là ici, c'est la numéro 2, mais c'est vraiment la numéro 1 que les 5 chansons se retrouvent sur le CD. Et à l'époque, évidemment, le groupe est composé de George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, mais aussi de Pete Best à la batterie. Donc, ils font leur audition et quelques mois plus tard, ils reçoivent justement, ils ont une lettre de la compagnie EMI, non pas EMI, désolé, de Decca Records, comme je disais plus tôt. Et finalement, ils se font dire que les Beatles n'ont pas d'avenir dans la musique. Et même la personne qui a passé l'audition va même jusqu'à ajouter les groupes de guitare, c'est fini. Ça marche plus, les groupes de guitare, puis les Beatles ont pas de futur dans la musique. Donc, imaginez-vous que les Beatles vont finalement signer chez Parlophone, qui est une subdivision des disques EMI, parce que le producteur des Beatles, un certain George Martin, va entendre l'audition, va entendre le démo, et lui est quand même assez intéressé par le groupe. Il décide de donner une chance au groupe et de les produire. Donc, vous savez ce qui arrive par la suite avec les Beatles, ça devient le groupe le plus populaire de tous les temps, avec 600 millions d'albums vendus. Non, mais c'est incroyable quand même. Donc, j'imagine que le directeur chez Decca Records a peut-être été remplacé ou en tout cas, je pense qu'il s'est fait sûrement sévèrement critiquer. Et on reste ici en Angleterre pour ma deuxième histoire. Je parle ici du groupe de Sex Pistols. Oui, de Sex Pistols, célèbre groupe punk notoire du milieu des années 70. Donc, les Sex Pistols se forment au alentour de fin 74, début 75, avec Glenn Matlock, Paul Cook, Steve Jones et John Lydon, le chanteur qu'on va surnommer Johnny Rotten,
probablement à cause de sa dentition. Et là, vous allez me dire, mais où est Sid Vicious? Sid Vicious est arrivé beaucoup plus tard dans les Sex Pistols, à peu près 6 mois avant la fin. Donc, les Sex Pistols sont remarqués par le gérant Malcolm McLaren, qui lui a eu beaucoup de trucs pour essayer de trouver une compagnie de disques qui fait faire des scandales juste pour faire parler les gens de son groupe. Donc, le groupe signe chez EMI le 8 octobre 1976 et signe un contrat de disque pour 2 ans. Et EMI veut sortir la chanson Anarchy in the UK et God Save the Queen. Quelques semaines plus tard, le groupe est en entrevue à l'émission de Bill Grundy. Allez voir ça sur YouTube, c'est complètement fou, ça vaut la peine. On est en 1976 et dès le début de l'émission, on se rend bien compte que le courant ne passe vraiment pas très bien entre l'animateur Bill Grundy et les membres des Sex Pistols. Hein? Donc, Bill Grundy, qui est un animateur de TV complet, veston, cravate, c'est à 1 heure de grande écoute. Et on voit les Sex Pistols qui sont accompagnés d'une gang d'amis, des punks avec des cheveux de toutes sortes de couleurs. On voit qu'il se passe des flamèches là, entre les deux. Et tout à coup, l'animateur pose une question au groupe. Et je me souviens, c'est le guitariste Steve Jones qui répond très clairement avec le mot qui commence en F. Donc, c'est la première fois que ce mot-là est utilisé à la télévision. Le lendemain, méga scandale. Tout le monde parle des Sex Pistols à la télé, dans les médias, tellement que beaucoup d'artistes signés chez EMI décident de faire pression et EMI décide de virer le groupe, simplement. Donc, le 26 novembre 1976, il y a, OK, 76, ah oui, ils ont signé chez A&M Records et ils veulent sortir le single God Save the Queen et Anarchy in the UK. Ils sortent le single. Le single, le 45 tours hein, à l'époque, se retrouve propulsé au numéro 1 des ventes. Mais il est retiré des ventes pratiquement le lendemain parce qu'il y a beaucoup de maisons de disques et plutôt des magasins de disques qui refusent de vendre le disque à cause du titre. Parce que Anarchy in the UK et God Save the Queen, faut comprendre qu'à l'époque, en Angleterre, on a un énorme respect pour la monarchie. Ce que, justement, les paroles des Sex Pistols vont dans le sens contraire, disons-le. Donc, signé chez A&M début 77, le groupe est viré 16 jours plus tard. Donc, Malcolm McLaren cherche un moyen de sortir le premier album de son groupe. Il signe finalement chez Virgin Records le 18 mai et l'album sort le 28 octobre 1977 et c'est l'album Nevermind the Bollocks, Hear the Sex Pistols. Et vraiment, c'est un album que je vous recommande absolument. C'est 12 chansons. C'est 12 classiques du rock pur. Et entre-temps, le bassman, le bassiste Glenn Matlock a quitté le groupe ou a été viré et il est remplacé par Sid Vicious. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sid Vicious était tellement pas un bon bassman que c'est le guitariste Steve Jones qui joue de la basse sur toutes les chansons de l'album. Donc, Nevermind the Bollock, Hear the Sex Pistols va quand même se vendre à 2 millions de copies, malgré la censure et le chaos qui entoure le groupe. Et le groupe se sépare finalement en janvier 1978. Et je poursuis avec ma
Troisième histoire. Ici, je parle du groupe U2. Donc, j'étais très surpris. Je pensais pas que U2 était fondé en 1976. D'ailleurs, à ce moment-là, les membres étaient très, très jeunes, environ 18-19 ans. Et il y a un certain Paul Hewson, j'espère que je le prononce comme il faut, mais on le connaît très bien sous son nom d'artiste, hein, Bono, qui décide d'envoyer les démos de U2 à plusieurs maisons de disques. Ils sont reçus avec plusieurs refus, malheureusement, mais il y a aussi la compagnie RSO qui envoie une lettre à Bono en lui disant non, finalement, votre genre de musique, c'est pas le style qu'on aime. Finalement, on peut pas vous signer. Faut comprendre qu'à l'époque, RSO Records, c'est la compagnie de disques des Bee Gees et c'est aussi la compagnie de disques qui sort la trame sonore de Saturday Night Fever, entre autres. Donc, c'est peut-être une bonne chose que U2 n'ait pas signé avec cette compagnie. C'était simplement pas la bonne compagnie pour eux. Le groupe va ensuite signer leur contre-disque en mars 80 chez Island Records. Et jusqu'à aujourd'hui, le groupe a quand même vendu plus de 200 millions d'albums. C'est quand même extraordinaire pour ce groupe de jeunes de Dublin en Irlande. Je poursuis ici, j'ai gardé mon histoire préférée pour la fin. Donc, je parle ici du groupe américain Boston. Donc, le groupe est fondé en 1975 par Tom Scholz. Lui, depuis 1969, qui compose la musique, mais il est aussi étudiant pour devenir architecte et ingénieur. Donc, il travaille comme ingénieur chez Polaroid et avec ses payes, il se bâtit carrément un studio dans son sous-sol chez lui. Et il fait des maquettes, il fait beaucoup d'enregistrements, il fait la guitare, la basse, il joue beaucoup de clavier et il demande à son ami, comment il s'appelle, Jim, j'avais son nom décrit, Jim Masdea, son ami le batteur, qui vient compléter la formation, et l'excellent chanteur Brad Delp. Donc, il travaille dans son sous-sol et fait des maquettes et envoie plusieurs démos à plusieurs maisons de disques. Et il a environ reçu, comme j'avais dit, une vingtaine de refus de la plupart des grandes maisons de disques. Quand tout à coup, il reçoit une lettre positive de Epic Records qui décide de signer le groupe en 1976. Mais un petit problème. Le directeur chez Epic Records veut voir le groupe en audition. Petit problème, il n'y en a pas de groupe. C'est simplement Tom, Brad et le batteur. Et disons qu'à rendu à ce moment-là, le batteur a décidé de quitter le projet. Donc, Tom Scholz réussit à trouver des amis d'autres musiciens, dont Barry Goudreau à la guitare, Sib Ashian au drum, Fran Sheehan à la basse et justement encore Brad Delp à la voix. Donc, ils sont signés chez Epic Records et justement, les gens de Epic Records veulent absolument que Tom Scholz retourne en studio avec le groupe pour réenregistrer les maquettes dans un studio professionnel. Mais Tom Scholz étant quelqu'un qui aime beaucoup la perfection, c'est un ultra perfectionniste, il dit non. Et il n'a pas le choix finalement d'accepter leur proposition, mais il y a un petit tour dans son sac. Il décide de prendre les maquettes déjà enregistrées dans son sous-sol, les remixer un peu, et il fait semblant que c'est un producteur qui les a travaillées avec lui dans un vrai studio. Et la supercherie fonctionne amplement parce que ça sonne, c'est vraiment très bon. Et Tom Scholz, un fait intéressant à remarquer,
c'est quand même l'inventeur des amplis de guitare. Je l'avais mis en note à quelque part. Il a fait des amplis de guitare, des Rockman, exactement. Les Rockman Amplifiers, c'est Tom Sholes qui les a créés. Et lui a pris tout son temps pour enregistrer les maquettes. Dans ses premières maquettes, il y avait la chanson More Than a Feeling. Et en passant, cette chanson-là commence avec un intro de guitare acoustique. J'étais très surpris d'apprendre que l'introduction a été réalisée avec une guitare Yamaha de 100 $. Ce qui veut dire que quand on connaît bien notre matériel, ça sert à rien de payer un prix de fou. Donc, l'album, le premier disque de Boston, sort chez Epic Records en 76 et ils vont en vendre, attention, 20 millions de copies. Justement, et voici, c'est le premier album de Boston. Mais si vous aimez le groupe, je vous conseille absolument d'écouter. Dans les 3 premiers Boston, c'est des disques indispensables si vous aimez le bon rock, arena rock, avec plein de mélodies de guitare et un chanteur exceptionnel. Vous avez ici le premier album. Le deuxième qui est sorti environ 1 an plus tard, Don't Look Back. Et à la suite du deuxième, encore, Tom Sholes se chicane avec la compagnie de disques et le prochain album sort 8 ans plus tard sur MCA et s'appelle Third Stage avec la superbe chanson Amanda. C'est vraiment un excellent disque. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire mes petites recherches pour vous préparer cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup et on se voit dans un prochain épisode. Merci.